gamine charmante. Tais-toi, dis ma folle. Décide de là. Merci. La belle de Cadiz vous invite à l'amour. Depuis toujours, l'opérette met en scène dans les théâtres sa géographie imaginaire. Elle offre au public un exotisme sans danger qui joue avec le rêve et les stéréotypes. La chance, mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadiz ne veut pas de l'amant. Le spectacle est une façon de voyager. Voyage vers le monde mythologique et légendaire, voyage onirique ou fantastique dans des pays extraordinaires, voyage d'explorateur vers les terres lointaines. On voit toujours, je sais pas, l'espèce de Luis Mariano qui est dans un Mexique absolument grotesque, et tous les types ont des sombreros, et puis derrière il y a des espèces de fausses haciendas espagnoles, et il est marqué l'occasion de faire un merveilleux voyage. L'idée de faire un merveilleux voyage dans un truc dont même dans un chromon, on fait pas quelque chose comme ça, quoi. C'est totalement absurde. Là, je pense que pour la question de l'exotisme dans l'opérette, ça fonctionne uniquement au 52e degré. Voyage théâtral, l'opérette est également un voyage musical, une succession de danses empruntées à tous les rythmes du monde. Selon les époques, elle s'est inspirée plutôt de la valse viennoise, de la polka tchèque, du tango argentin, de la rumba cubaine ou du foxtrot américain. Autant de couleurs locales acclimatées au goût du jour et librement transformées, car d'une polka chinoise d'Offenbach à un tango russe de Franz Lehár, l'opérette se permet aussi les mélanges les plus osés, les combinaisons les plus improbables. L'exotisme d'Offenbach se tourne d'abord vers la mythologie et les légendes. Épaulé par ses librettistes Ludovica Levi, Henri Meillac ou Hector Crémieux, le compositeur trouve la gloire en peignant des tableaux de l'Antiquité dans lesquels les dieux d'Homère se comportent à la façon des bourgeois du Second Empire. Quelqu'un qui se tape d'étudier le grec et la mythologie, etc., et qui tombe sur la belle Hélène, il est vengé de toutes les heures qu'il a passées à essayer de se mettre dans la tête cette fichue grammaire grecque, ces fichues désinences et ces fichues conjugaisons, etc., etc. Le roi barbu qui s'avance, qui s'avance, c'est Agamemnon. Et ce nom seul me dispense d'en dire plus long. J'en ai dit assez, je pense, en disant mon nom. Le roi barbu qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. Toute sa vie, Offenbach pratiquera cette sorte d'exotisme mythologique. Mais le compositeur s'intéresse également à des pays plus réels, avec une prédilection pour l'Espagne, qui offre aux Français du XIXe siècle une sorte d'exotisme sur le pas de la porte. Il est curieux de voir le rôle que l'Espagne joue dans la musique française. Une espèce d'attirance et qui a suivi des pistes extrêmement différentes. Et en matière d'opérette, il est quand même curieux de constater que la femme d'Offenbach était une Espagnole, que la mère d'Hergé était une Espagnole, et que par conséquent, l'Espagne se trouve un peu au berceau de l'opérette, elle qui ne va ressusciter la zarzuela que bien après, dans le courant du siècle. De l'étranger qui fout les chichons sols a pour devise, abstinence et courage. On s'est aimé quand on est espagnol. On s'est aimé quand on est espagnol. Il y a évidemment d'autres éléments qui ont joué pour que l'Espagne joue un rôle démesurément important au vu de ce que l'Espagne était devenue, un pays qui avait perdu toutes ses colonies, qui était complètement exsangue, mais il y avait l'impératrice qui était d'origine espagnole. Elle favorisait tout ce qui était espagnol.
D'où la péricole, où on dit, écoutez, ne vous en faites pas, il grandira cet enfant, car il est espagnol, parce que toute personne espagnole, au Second Empire, était assurée de prébendes et de possibilités que les Français n'avaient pas toujours. Lorsqu'il s'intéresse aux pays lointains, Offenbach semble déjà se moquer de l'exotisme, spécialement dans Bataclan, sur un livret de Ludovic Halévy. Ici, l'action est censée se dérouler en Chine, mais au fur et à mesure, le spectateur s'aperçoit qu'en réalité, tous les Chinois de cette Chine d'opérette sont en fait des Français déguisés en Chinois. Cette pratique du double sens, chère à Offenbach, lui permet également d'ironiser sur le patriotisme français. Au lendemain de la défaite de 1870, le patriotisme n'est plus un sujet de plaisanterie. Le public se presse davantage pour découvrir les opéras féeries censés évoquer des planètes lointaines ou des créatures imaginaires. Les nommés blancs, Caprice et Microscope sont condamnés à passer 5 ans à l'intérieur d'un volcan éteint. On a d'une part la féerie, je dirais, étymologique, enfin celle des génies et des fées et des sorcières, etc., et des tas de trucages, mais aussi, sous l'influence du succès des romans de Jules Verne, la féerie géographique. Le tour du monde en 80 jours, où pour la première fois, on assiste à un naufrage sur scène, où on assiste à une attaque de train par des peaux rouges et des choses comme ça, des grottes envahies par des serpents, tous plus abominables les uns que les autres. Ça a donné aussi l'idée à Offenbach de rechercher une nouvelle source de succès en multipliant des opéras féeries. Le Roi Carotte, qu'il fait avec Sardou, Le Voyage dans la Lune, qui n'a rien à voir avec Jules Verne. Dans la Troisième République, sérieuse, laïque et revancharde, l'opérette aime également voyager dans le passé et représenter l'histoire de France. Charles Lecoq est le nouveau rival d'Offenbach. Son opérette Le Petit Duc se déroule sous le règne de Louis XIV. On y voit des généraux, des personnages historiques, une salle du palais de Versailles. L'action se déroule également en province, entre un pensionnat de demoiselles et un campement militaire, un mélange qui deviendra fréquent dans les opérettes de la fin du XIXe siècle. Mon colonel, nous vous jurons obéissance, et ce serment est solennel, vous pouvez avoir confiance. Mon colonel, mon colonel, mon colonel. Le chemin de fer s'est rapidement développé en France dans la seconde moitié du XIXe siècle, rapprochant Paris de la province, ce qui favorise un exotisme régional et campagnard chez les compositeurs populaires. Robert Planquette triomphe avec les Cloches de Corneville, tableau d'une Normandie d'opérette où l'on boit du bon cidre. Chez Edmond Audran, l'opérette prend un parfum méridional. Les Noces d'Olivette chantent sur un rythme de valse le pays du gai soleil. Audran récidivera quelques années plus tard dans Gillette de Narbonne. Mais son plus grand succès reste La Mascotte, où l'on découvre les amours d'un berger et d'une gardeuse de dindons.
les premières années du XXe siècle, l'exotisme se déplace vers l'Europe centrale. La valse lente ranime l'engouement du public et l'opérette viennoise conquiert Paris. Il est vrai que le chef-d'œuvre du genre, la Chauve-souris de Johann Strauss, s'inspirait lui-même des succès parisiens d'Offenbach et Halévy. Juste retour des choses. Le génie de Johann Strauss est un génie fortement influencé par la France. Alors, le modèle, le père, c'est Offenbach. C'est un génie allemand peut-être, mais dont la quintessence et le style s'est formé en France. C'est quand même, Offenbach a quand même un peu aussi créé la valse viennoise, quelque part, hein, en l'introduisant dans ses opérettes de plus en plus. Et il ne faut quand même pas oublier que finalement l'ouvrage qui a fait connaître Johann Strauss comme compositeur d'opérette ou de lyrique, c'est La Chauve-souris, Fledermaus, un titre adapté d'une pièce de Meilhac et Halévy, qui était un tube total au théâtre, où justement on montrait la décadence des bourgeois parisiens. En 1909, Franz Lehár impose définitivement le style viennois à Paris avec La Veuve joyeuse. Dans la valse duo de Missia et Danilo, le public goûte ce romantisme, cette douceur et cette sensualité débordante qui caractérise la musique viennoise. « 1917, l'armée américaine débarque en France. Les rythmes syncopés de la musique noire font déjà fureur à Paris. Désormais, les regards se tournent vers l'Ouest et l'exotisme américain. Le succès de la Revue Nègre, interprétée par Joséphine Baker, originaire de la Nouvelle-Orléans et française d'adoption, témoigne de ce goût de l'Amérique. Au même moment, la comédie musicale américaine s'impose dans les théâtres et les music halls, avec les représentations de Showboat de Jérôme Kern, rebaptisé Mississippi en 1929 sur la scène du Châtelet. Nono Nanette de Vincent Youmans connaît également un grand succès avec sa chanson Tea for Two. Je le vois déjà chez nous, buvant du thé sur un genou. Moi plein d'émoi, vous sentant tout à moi. Oh, quel bonheur se sentir sans gêneur, tous les deux, nez à nez, sans la bonne, sans personne à qui téléphoner, rien que nous vraiment seuls, bien seuls. Lorsqu'on évoque la comédie musicale américaine, il faut distinguer le style jazzy des jeunes compositeurs de Broadway comme Gershwin et les opérettes à grand spectacle de tradition plus romantique présentées par des compositeurs d'Europe centrale comme Rudolf Friemel ou Sigmund Romberg. Le principal succès de ce style viennois devenu international est l'Auberge du Cheval Blanc de Benatzky, adapté en français pour le théâtre Mogador en 1931.
On a le béguin pour ma silhouette, mon élégance, ma souplesse et mon maintien. On a le béguin pour la couleur de mes chaussettes, mon frais sourire et mon fin profil athénien. On a le béguin pour mon esprit, mes belles manières, ma taille de guêpe, mon teint de lys, ma peau de satin. Je n'y peux rien et j'aime autant me laisser faire. On a le béguin pour Célestin. Sa douceur nous enivre, nous fait vivre, nous attendrit. Les mots d'esprit, les blagues nous enchantent, même quand nous parlons, notre accent chante. Au soleil de Marseille, que merveille, tout vous sourit. Il y a eu dans les années 30 l'opérette marseillaise. Alors l'opérette marseillaise, évidemment, enfonçait Marseille dans ses clichés, mais alors c'est effrayant, l'accent qui chante, le poisson, la bouillabaisse, le vieux port, etc. Moi je pense que je serais marseillais, mais j'aurais envie d'interdire à jamais toutes ces représentations-là qui sont uniquement, qui enferment les gens dans un folklore, c'est absolument épouvantable. Sa douceur nous enivre, nous fait vivre, nous attendrit. Les mots d'esprit, les blagues nous enchantent, même quand nous parlons, notre accent chante. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait l'opérette marseillaise, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'opérette tourangelle, par exemple, ou l'opérette strasbourgeoise après tout, on pourrait l'opérette strasbourgeoise, des Alsaciennes qui mangeraient de la choucroute en chantant des chansons, des hymnes à la saucisse, pourquoi pas, mais c'est uniquement Marseille qui a trinqué. Ce produit faussement typique bénéficie toutefois de musiciens et d'interprètes exceptionnels. Le compositeur Vincent Scotto s'associe au librettiste-chanteur Alibert et au chef d'orchestre Georges Sellers. Ensemble, ils représentent des opérettes intitulées « Au pays du soleil »,« Trois de la marine » ou « Un de la Canebière ». Né à Marseille en 1874, Scotto a composé plus de 4000 chansons, parmi lesquelles la Java bleue ou le plus beau tango du monde. Sans grand métier musical, il possède le sens inné du refrain, de la mélodie qu'on mémorise immédiatement. L'opérette marseillaise lui convient parfaitement avec sa forme d'opérette revue, simple succession de chansons. J'ai connu, Oh, pauvre, voilà, excusez-moi, je l'ai connu. d'autres tangos à la ronde, D'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit. Et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Toujours vers le sud, bien au-delà de Marseille, l'exotisme se déplace dans l'entre-deux-guerres vers les continents lointains. Européens et Américains succombent au rythme et aux danses de l'Orient. Shine on, harvest moon, up in the sky. I ain't had no loving since January, April, June or July. L'opérette française s'aventure souvent dans l'Empire colonial. Un certain nombre d'ouvrages se déroulent dans les sous-préfectures d'Afrique du Nord. La Fauvette du Temple de Messager raconte la conquête de l'Algérie, et dans le conte obligado de Raoul Moretti, le chanteur Milton interprète le fameux refrain « La fille du Bédouin ». La fille du Bédouin, suivez-lui. On trouve dans l'opérette ce qu'on trouve aussi dans la chansonnette à l'époque, surtout avant-guerre. Alors, toute une espèce de, de thématique néocolonialiste, souvent bien pensante d'ailleurs, parce qu'en gros, on parlait du bon, c'est ma ton kiki, ma tonkinoise, mon nanana, mon nanamite, il s'appelait Doubdou Badabou sur un gentil sénégalais, c'est à la cabane bambou, c'est tout ça, mais en même temps, c'est une vision totalement infantilisante du noir. Dans l'opérette coloniale, les clichés sont rois.
Mais après tout, c'est la règle de l'exotisme, qui se voit lui-même parfois tourné en dérision. En 1934, le compositeur cubain Moïse Simons présente au Théâtre des Bouffes parisiens « Toi c'est moi » interprété par Pile Setabé, Simone Simon et Pauline Carton. L'action est censée se dérouler dans une plantation aux Antilles. Toutefois, le scénario loufoque montre à chaque instant qu'il n'est pas dupe de l'imagerie et les palétuviers de carton-pâte riment avec l'évier de la cuisine. Ah, si les palétuviers se font entretiner, je veux bien essayer. Ah viens sous les pas, Je viens de ce pas et je vais pas à pas. ah suis-moi veux-tu, Suis-moi tes yeux sous les beaux palétuviers. viens sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers. Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers. Ah je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les tu aimons-nous sous les pieds. Après la Seconde Guerre mondiale commence la décolonisation. La défaite de Dien Bien Phu et la guerre d'Algérie ne prêtent guère à rire. L'Empire français n'est plus un sujet d'opérette. Le théâtre musical cherche ailleurs de nouvelles façons de rêver et de voyager. Dans les années 50, il subit, comme l'ensemble de la société européenne, un regain d'influence américaine diffusé par le cinéma, le disque et les nouveaux médias. Le western inspire certaines opérettes comme Annie du Far West tirée d'Annie Get Your Gun d'Irving Berlin ou Oklahoma de Richard Rodgers. Avec une chemise de Zorro, c'est moi, la belle de Loyo. Qui c'est qui dans les rodéos fait retentir tous les bravos? C'est moi, la belle de Loyo. On m'aime bien mieux que mes West, même mieux qu'Annie du Far West. L'opérette à grand spectacle repose sur des recettes toujours identiques. Les effets scéniques, les costumes bariolés, un mélange de rêve et de dépaysement. Un siècle après Offenbach, Francis Lopez remet à la mode les rythmes et les mélodies d'inspiration espagnole avec La Belle de Cadix ou Andalousie. Puis il poursuivra son voyage vers le monde latino-américain dans Le Chanteur de Mexico. Ah, j'aime beaucoup ça. Évidemment, alors il faut que tu me fasses. douanier, Oui, mais tu me fais évidemment l'arrivée du bateau de loin, avec toute voile dehors qui vient. Et puis l'arrivée quand on fait tomber les voiles et que le marin... Pour 98% du public français, quand on dit opérette, il voit Luis Mariano, Francis Lopez. Alors, moi, c'est pour ça que ça m'exaspère. C'est pour ça que le nom de Francis Lopez m'exaspère, parce que ça fait écran à Offenbach qui est derrière. C'est-à-dire que c'est exactement comme si vous disiez à quelqu'un, moi j'adore la tradition de la comédie au théâtre, j'adore le théâtre comique, et on vous disait Monsieur Boing Boing, et vous pensez à Beaumarchais. Même sur son déclin, l'opérette à grand spectacle continue à explorer tous les horizons exotiques dans Volga, à la Jamaïque, Gypsy. Chacune de ses œuvres offre un dépaysement qui rappelle les prospectus d'agences de voyage. Plus que jamais, l'exotisme des années 60 sera américain. Définitivement, le twist et le rock détrônent la valse et le tango. The twist has spilled over from the dance floors to the very seat of business. The dance takes a certain kind of special delivery.
Les nouveaux modèles du spectacle musical viennent d'outre-Atlantique avec l'opéra rock, nouvelle forme d'opéra populaire qui explore l'univers des grandes villes et les sentiments liés au rêve hippie. Air, Jésus-Christ Superstar, Gospel sont repris dans le monde entier. Aujourd'hui, les comédies musicales qui triomphent en France sont souvent traitées dans un style à la fois gigantesque et simplifié, faisant presque regretter l'exotisme décoratif qui faisait encore, 50 ans plus tôt, la gloire du Châtelet. Chaque jour, Mexico, Mexico. Tes femmes sont arrivées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour.